Stellantis, le constructeur, qui vraiment depuis quelques années est dans la tourmente et enchaîne les scandales industriels comme on enchaînerait de mauvaises gastro. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut se débarrasser d'un tel véhicule parce qu'on considère que ce n'est pas un véhicule de qualité? Vous connaissiez le scandale des moteurs PureTech, des airbags Takata? Eh bien, laissez-moi vous conter le scandale AdBlue. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, pensez à le faire immédiatement. Plus de 50% d'entre vous n'êtes pas abonnés à cette chaîne. S'abonner à la chaîne YouTube, c'est notamment bénéficier de conseils juridiques, de vulgarisation juridique, d'alertes sur toute atteinte à nos libertés fondamentales. Et Dieu sait que l'actualité est forte en faits divers sur nos libertés fondamentales. C'est simple, il ne passe pas un jour sans qu'on n'ait pas une restriction de liberté injustifiée qui intervienne. Et naturellement, vous pouvez compter sur votre serviteur ici pour en parler. Dites-nous également en commentaire si vous avez aimé nos contenus, ça fait plaisir, ça fait remonter l'algorithme. Et bien évidemment, si vous avez des questions, on se fait un plaisir d'y répondre. J'ai envie de parler aussi des souscripteurs. Merci à nos 60 souscripteurs, je crois qu'on a une soixantaine à peu près. Et évidemment, en tant que souscripteur, vous avez accès à des contenus exclusifs et des contenus anticipés. Donc, pour ceux qui sont souscripteurs, n'hésitez pas aussi à nous dire si ce format vous plaît, si vous avez effectivement eu suffisamment de contenu par rapport à ce à quoi vous vous attendiez. Et très content de lire tous vos commentaires. Alors, on va parler aujourd'hui du scandale AdBlue, qui, encore une fois, malheureusement, parce que c'est un fleuron industriel essentiellement français, alors pas que français, puisqu'il y a eu une restructuration, mais il est quand même en partie français. Stellantis, le constructeur, qui vraiment depuis quelques années est dans la tourmente et enchaîne les scandales industriels comme on enchaînerait de mauvaises gastro. Donc c'est un peu comme ça que j'avais envie de commencer notre émission. Évidemment, l'émission de ce jour est également accompagnée d'un article juridique sur lequel vous allez retrouver un certain nombre d'informations. J'ai vraiment listé la très grande majorité des questions qui nous sont posées et j'ai ainsi établi un article très complet. Naturellement, l'émission d'aujourd'hui n'a pas vocation à vous relire cet article, mais simplement à vous présenter les grandes lignes de celui-ci, parce que vous allez voir, l'idée ici, c'est de comprendre qu'est-ce que l'on peut faire lorsqu'on est victime d'un moteur AdBlue. Alors pensez à vous abonner et restez bien jusqu'au bout de cette émission. Le scandale des moteurs AdBlue, c'est finalement un effet secondaire, comme j'aime bien l'appeler, d'une politique environnementale initiée par l'Union européenne. Effectivement, l'Union européenne a considéré que les véhicules diesel, notamment, étaient des véhicules particulièrement polluants. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettaient pas en avant que du CO2, qui est un des gaz à effet de serre qui est souvent évoqué et rappelé par les politiques environnementales, mais également ils procédaient à des émissions de NOx des moteurs diesel. Alors, le NOx, c'est également un polluant qui va porter atteinte à la qualité de l'air et derrière porter atteinte à des questions de santé publique. Donc pour limiter les émissions de NOx, le AdBlue est une des réponses. C'est donc une évolution technologique qui a été mise en place par le constructeur, visant notamment à réduire ces gaz polluants et donc à améliorer la qualité de l'air. L'Union européenne fait pression sur les constructeurs de manière à ce que ces derniers respectent ces seuils à ne pas dépasser, et s'ils les dépassent, cela peut conduire à des pénalités. C'est la raison pour laquelle le Dieselgate est arrivé. Rappelez-vous, Volkswagen qui avait trafiqué ces compteurs de véhicules visant notamment à faire en sorte que les seuils soient respectés sur le papier alors qu'ils ne l'étaient pas en réalité. En d'autres termes, ils ont fait passer pour des véhicules moins polluants des véhicules qui l'étaient en réalité bien plus. Ils ont été sanctionnés puisque la Cour de justice de l'Union européenne leur a tapé dessus et ils ont été condamnés dans un certain nombre d'États de l'Union européenne, y compris en France. Donc, si vous étiez l'heureux propriétaire d'un véhicule Volkswagen qui a fait l'objet d'une fraude aux émissions polluantes, vous avez eu forcément une possibilité d'indemnisation. La Cour de cassation a même considéré que ce défaut de conformité était assez équivalent à l'application de la garantie des vices cachés. On en reparlera tout à l'heure.
Alors, Stellantis, de nouveau, a été soumis à ce scandale industriel puisque un des principaux effets secondaires de ce AdBlue, c'est notamment la cristallisation du liquide AdBlue. En fait, ça va venir obstruer votre moteur, l'encrasser et donc conduire derrière à une surconsommation et à la casse d'un certain nombre de pièces moteurs. À chaque fois, évidemment, c'est vous qui passez à la caisse et ça peut se reproduire dans un cycle infini. Si bien qu'une des associations UFC Que Choisir a saisi la répression des fraudes, saisi la Commission européenne, et de cette saisine et de cette pression politique, un accord est intervenu. Stellantis a accepté d'indemniser sous certaines conditions d'ancienneté et de kilométrage eh bien, les victimes de ces moteurs AdBlue. Naturellement, cette indemnisation est toujours insuffisante par rapport aux véritables conséquences dommageables, et surtout, elle ne règle pas la question d'un certain nombre de propriétaires de véhicules AdBlue. C'est qu'est-ce qu'on peut faire si on veut se débarrasser d'un tel véhicule, parce qu'on considère que ce n'est pas un véhicule de qualité. Eh bien, c'est là que se pose la question de l'indemnisation du AdBlue. Alors, si on veut obtenir une indemnisation, on doit forcément se poser la question de quel argument invoquer. Alors, il y a deux stratégies à mettre en place. Il y a une stratégie visant à obtenir ce qu'on appelle de la négociation à l'amiable. Soit vous vous rendez sur le site de Stellantis et vous remplissez les conditions, vous avez de la chance, vous obtenez votre indemnisation. Vous acceptez parfois d'avoir une indemnisation qui soit forfaitisée et minimisée, mais vous considérez que le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'il vaut mieux avoir un tien que deux tu auras. C'est ce qu'un grand nombre de victimes ont décidé. Mais évidemment, la difficulté, c'est que vous ne rentrez pas tous dans ces conditions et que certains considèrent que lorsqu'ils ont la possibilité d'obtenir plus, eh bien, ils ont raison de se battre pour faire valoir leurs droits. Là, encore une fois, c'est toujours une question de stratégie. Dans la phase amiable, il y a aussi les négociations qu'on peut avoir avec un avocat. Courrier de mise en demeure, preuve et démonstration des préjudices subis. Et là, ici, pour éviter un mauvais procès, le constructeur va accepter de négocier avec vous avec un protocole d'accord transactionnel. Alors, on en parle très peu, mais notamment avec les Takata et les PureTech, il nous est déjà arrivé de pouvoir conclure de tels accords. Alors, on ne peut pas en parler parce qu'il y a des clauses de confidentialité, mais sachez qu'au cas par cas, les constructeurs ne sont pas fermés à de telles solutions. Le point commun entre tous ceux qui ont obtenu une décision amiable, c'est qu'ils ont tenté leur chance. Donc, posez-vous toujours la question, est-ce que vous avez tenté votre chance? Cette phase amiable, elle peut donner lieu ensuite à une phase procédurale, une phase judiciaire. Et oui, vous considérez que l'indemnisation proposée spontanément n'est pas suffisante, vous considérez que la proposition d'accord transactionnel proposée n'est pas suffisante, vous estimez qu'il y a d'autres préjudices, et donc vous décidez de passer par la voie judiciaire. On peut aussi citer le cas dans lesquels vous ne rentrez pas dans les conditions d'indemnisation et pour lesquels aucune des négociations amiables n'a eu lieu. Dans ce cas-là, évidemment, vous n'aurez pas d'autre choix, vous devrez saisir un juge. Alors, pour saisir un juge, c'est très intéressant, mais il faut préparer une stratégie. Comment est-ce qu'on prépare une stratégie? Tout d'abord, on essaie de rapporter un certain nombre de preuves concernant la démonstration d'un défaut propre au AdBlue. Alors, la manière de rapporter cette preuve, je l'ai listé dans notre article, c'est notamment des diagnostics, des factures, un historique des alertes, des rapports d'expertise amiables. Très souvent, on peut solliciter ces assurances. L'assurance va désigner un expert qu'elle va rémunérer. Cet expert va être chargé de déterminer si, effectivement, vous avez des désordres qui affectent votre moteur. Si ces désordres sont en lien avec le AdBlue et toute la technologie visant à limiter les gaz à effet de serre, le CO2 et le NOx, et quel est le montant des réparations et la nature des réparations à réaliser pour pouvoir vous replacer dans la situation qui aurait normalement dû être la vôtre. Bref, vous allez pouvoir rapporter la preuve par tout moyen. Preuve, rappelez-vous, sans la preuve, le droit n'est rien, le juge ne vous connaît pas, le juge ne vous croit pas sur parole, le juge va statuer uniquement sur les pièces du dossier. Bref, faites feu de tout bois, avant de saisir un avocat, posez-vous déjà les questions de tous ces éléments, de manière à avoir un échange qui soit structuré. On dit très souvent qu'un avocat, ça coûte trop cher, mais à combien est-ce qu'on évalue l'inaction? À combien est-ce qu'on évalue le montant d'une injustice? Ça, c'est le vrai débat. C'est pas le coût des 80 €
de rendez-vous téléphoniques qui doivent vous empêcher de faire valoir vos libertés fondamentales. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le moment de la réclame. Gauthier, à vous de jouer. Vous souhaitez avoir une réponse personnalisée, d'échanger directement avec moi, établir une stratégie et ainsi pouvoir déterminer s'il y a quelque chose à faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet et réserver un rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à un clic d'échanger directement. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit générique, parce que vous l'aurez compris, vous étiez très nombreux à nous demander à chaque fois comment est-ce que vous pouviez nous contacter. Eh bien, j'espère qu'avec cette court moment de réclame, vous avez enfin les réponses à vos interrogations. Lien en commentaire de la vidéo. Quoi qu'il en soit, ne restez jamais seul, il est toujours possible d'établir une stratégie. Donc là, ici, je vous le disais, vous êtes l'heureux propriétaire d'un véhicule équipé d'un moteur AdBlue, vous rencontrez des difficultés résultant de la cristallisation du AdBlue et un certain nombre de réparations que vous avez dû en réaliser ont été engendrées en raison de cette nouvelle technologie. Dans ce cas-là, préparez les diagnostics, les factures, l'historique des alertes, des photos, des rapports d'expertise, la preuve de l'intervention du garage, bref, tout ce qui est possible de pouvoir produire pour rapporter la preuve de l'existence de ce que vous estimez comme étant un défaut de moteur AdBlue. À partir de ce moment-là, une fois que ce dossier est établi, vous échangez avec votre avocat et vous regardez si le jeu en vaut la chandelle. Alors justement, il y a une question qu'il faut se poser. Quels sont les arguments que vous allez pouvoir invoquer pour obtenir gain de cause? Et oui, là, ici, la question qu'on doit se poser, c'est comment je peux obtenir le résultat escompté, c'est-à-dire l'indemnisation de mon préjudice. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a déterminé la finalité de la démarche, on va établir un plan d'action. Avec mes clients, ce que je propose le plus souvent, c'est de regarder ce qu'on appelle la garantie des vices cachés. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme juridique qui est redoutable. La garantie des vices cachés, c'est un peu l'arme atomique du propriétaire d'un moteur défectueux. Et oui, pourquoi? Eh bien parce que si vous rapportez la preuve de 3 conditions. Première condition, que votre moteur était dans le véhicule au moment où vous l'avez acheté. Deuxième condition, que le vice dont vous vous plaignez existait avant l'achat de ce véhicule. Et troisième condition, que ce vice est d'une gravité suffisante pour rendre impropre à sa destination le véhicule. En d'autres termes, il ne roule plus, ou en tout cas, il ne roule plus dans les conditions normalement attendues par un consommateur normal. Eh bien, dans ce cas-là, on peut considérer que vous êtes face à un vice caché. Dernière condition qu'il faudra vous poser, la dernière question qu'il faut se poser, c'est si vous aviez su que le véhicule que vous alliez acheter était équipé d'un moteur AdBlue de mauvaise qualité, en tout cas avec un défaut de conception relativement grave, l'auriez-vous acheté? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de demander soit la restitution intégrale du prix d'achat. Très simple, vous avez acheté votre véhicule il y a 10 ans de ça, 20 000 €, eh bien, vous êtes en droit de demander la restitution de la somme de 20 000 €. À charge pour vous de restituer le véhicule défectueux. Mais si vous souhaitez garder le véhicule, vous pouvez aussi le faire, puisque les dispositions de l'article 1641 et suivant du Code civil vous disent soit vous restituez le véhicule et vous récupérez 100% du prix d'achat, soit vous demandez une diminution de ce prix d'achat et vous conservez le véhicule. Ensuite, la question de la diminution, eh bien, ça va être une affaire d'appréciation au cas par cas. Le but de votre avocat va être évidemment de demander la plus grande diminution et la conservation du véhicule. Mais très souvent, quand vous venez nous voir, ce véhicule, c'est que vous n'en voulez plus. Et donc, la question de la diminution du prix, elle ne se pose pas. Alors, une autre question qu'on se pose souvent, c'est on a combien de temps pour invoquer cette garantie des vices cachés? 2 ans, à compter de la découverte du vice. En d'autres termes, ce n'est pas la date d'achat qui compte, c'est à partir de quand vous avez eu avec une certaine connaissance précise du fait que vos problématiques de moteur étaient liées avec le AdBlue. Ça, c'est important. Ça veut dire que toute panne moteur ne suffit pas. Il faut démontrer que vous aviez connaissance de la nature du vice et de la gravité de ce vice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous êtes au courant que c'est en lien avec le AdBlue, il ne faut pas tarder. Si vous attendez, eh bien, le risque, c'est que vous ne pourrez plus invoquer la garantie
des vices cachés, ce qui est évidemment fort regrettable. La deuxième chose, une fois qu'on a déterminé le délai dans lequel on peut invoquer, eh bien, c'est de rapporter la preuve de qui est responsable de ce vice. Et oui, on va parler ici de défaut de conception, mais évidemment, tous les moteurs AdBlue ne sont pas impactés de la même manière. Et il ne suffit pas d'invoquer l'existence d'un scandale industriel pour pouvoir se prévaloir sans aucune démonstration du bénéfice de la garantie des vices cachés. Enfin, heureusement, d'accord. Donc il faudra toujours démontrer au cas par cas que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies. Mais surtout, il faudra démontrer ici, si on veut se retourner contre le constructeur, qu'on est sur un défaut de conception originel. C'est-à-dire un défaut de conception qui tient bien à la conception même du AdBlue, qui ne résulte pas d'un manque d'entretien. Et s'il y a un manque d'entretien, dans ce cas-là, c'est la deuxième phase de votre raisonnement, il faudra regarder si c'est un manque d'entretien qui résulte de votre fait ou du précédent propriétaire ou du précédent acheteur. Si vous l'avez acheté auprès d'un garage qui l'a acheté lui-même auprès d'un précédent propriétaire, vous aurez en droit de vous retourner contre le garage, il n'y a pas besoin de remonter toute la chaîne des propriétaires. L'avantage quand on se retourne directement contre le constructeur, c'est qu'on est sûr d'avoir quelqu'un qui est solvable. C'est ça l'intérêt. Mais on ne se retourne pas automatiquement contre le constructeur, simplement parce qu'il a construit du AdBlue. Alors, est-ce que tous les défauts de conception sont des vices cachés? Ben non, vous pouvez avoir des désagréments. Il faut quand même qu'il y ait un certain degré de gravité dans le vice qui va impacter votre véhicule. Alors clairement, si votre véhicule il est complètement à l'arrêt, pas de problème. Si votre véhicule implique régulièrement des réparations, pas de problème. Si votre véhicule vous empêche de pouvoir circuler normalement, pas de problème. Mais vous devrez toujours en rapporter la preuve. C'est vraiment l'essentiel à bien comprendre. Alors certains se sont amusés à désactiver le AdBlue. Faites pas ça, là vous allez avoir des problèmes, c'est une infraction pénale, ça ne passe plus au contrôle technique et vous pouvez avoir des problèmes avec votre assurance. Donc ne faites pas ça. Enfin, est-ce qu'on doit systématiquement réaliser des expertises? Pas toujours, ça va dépendre des éléments du dossier. L'expertise, c'est un des éléments qui permet de démontrer si votre vice, votre défaut de conception, il est caractérisé ou pas. Parce que je vous l'ai dit, l'essentiel, c'est évidemment la preuve. Sans la preuve, le droit n'est rien. En d'autres termes, ce qu'il faudra bien retenir ici, c'est que on a une nouvelle fois un nouveau scandale industriel. On a un certain nombre de décisions de justice, je vous en ai versé quelques-unes, notamment du tribunal de commerce de Montpellier, mais il y en avait d'autres. Celle-ci était quand même assez éloquente et elle a prononcé la résolution de la vente, donc c'est quand même pas inintéressant. Ce qu'il faudra se poser ici, c'est la question de l'enjeu. Si vous avez un véhicule que vous avez acheté avec un faible montant, partir dans une procédure judiciaire ne sera pas forcément adapté. Si votre véhicule a quand même un certain montant, un certain prix, dans ce cas-là, l'opportunité d'un tel recours pourra se poser. Mais il n'y a pas que le prix d'achat. Il y a aussi la période d'immobilisation. Si votre véhicule est resté immobilisé pendant plusieurs mois, sachez que chaque mois, en moyenne sur ce type de véhicule, les Citroën, les Opel, les DS, c'est environ 900 € par mois. Donc, si vous avez eu une immobilisation qui a duré de très nombreux mois, finalement, ça peut rapidement chiffrer. Si vous avez eu également de très nombreuses réparations en lien avec le AdBlue et que Stellantis vous a refusé une prise en charge, ou en tout cas vous a proposé une prise en charge insuffisante, et dans ce cas-là, non seulement vous pourrez demander la résolution de la vente, l'indemnisation de l'immobilisation, mais également le montant des réparations, puisque dans ce cas-là, on va chercher à replacer les parties dans la situation qui était la leur initialement. Donc, on voit ici quand même que les propriétaires sont plutôt bien protégés par le droit. La difficulté est toujours un peu la même, c'est que personne ne connaît véritablement ses droits, raison pour laquelle cette chaîne YouTube existe, raison pour laquelle je vous invite évidemment à vous abonner et à aller regarder cet article juridique. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Première chose, donc, méconnaissance de ses droits. Deuxième chose, quand on est propriétaire d'un moteur AdBlue, c'est que généralement, on ne roule pas sur l'or. Sinon, on aurait peut-être une Aston Martin ou une Ferrari, vous voyez. Donc, ça veut dire que ce sont des véhicules qui sont essentiellement des véhicules de la classe moyenne. Une classe moyenne qui est quand même pressurisée comme des citrons par un certain nombre de taxes et l'augmentation du coût de la vie. Donc, clairement, faire une action en justice, c'est le dernier souci qu'ils ont.
Le véhicule ne fonctionne plus, à ce moment-là, c'est pas de saisir un avocat qui est la priorité. À ce moment-là, c'est comment on va faire pour faire les réparations et avoir un autre véhicule. Donc ça, cette catégorie socio-professionnelle, il ne faut pas l'oublier. On est face à des propriétaires qui n'agiront pas parce qu'ils n'auront pas forcément les moyens. Et la troisième chose, c'est peut-être même la plus importante, c'est qu'on a une très mauvaise vision de la justice. On en a parlé lors d'une précédente émission sur les délais anormalement longs de la justice. La confiance des Français envers la justice est relativement faible. Elle n'a jamais été aussi faible. Or, saisir un juge, aujourd'hui, c'est la seule possibilité de faire valoir l'état de droit, c'est-à-dire la possibilité de faire en sorte que nos libertés fondamentales ne deviennent pas facultatives, de faire en sorte que la partie forte au contrat, ici le constructeur automobile, ne puisse pas s'enrichir au détriment de ses clients, notamment en leur vendant des produits de mauvaise qualité. Saisir un juge, c'est la dernière chose qui nous empêche de prendre notre hache et d'aller nous faire justice nous-mêmes en la tapant sur la tête de notre voisin. C'est la raison pour laquelle je rappelle toujours en tant qu'avocat. C'est pas seulement parce que je gagne ma vie en vendant des actions juridiques. C'est parce qu'en fait, si on ne fait plus ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'autre alternative? Nous, on est OK pour négocier avec les constructeurs, on est OK pour saisir des médiateurs, et quand on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on refuse de ne rien faire et de subir des injustices. C'est pour ça qu'on propose toujours systématiquement, lorsque le jeu en vaut la chandelle, de saisir un juge. Parce que ce sera peut-être long, ce sera coûteux, évidemment, mais à la fin, évidemment, vous en sortirez avec une indemnisation et vous ne laisserez pas un constructeur s'enrichir sur votre détresse. Alors, la question qu'on nous pose souvent, c'est comment on fait pour financer un recours en justice? Alors tout d'abord, vous avez le mécanisme de l'aide juridictionnelle. D'ailleurs, c'est une des prochaines émissions qu'on va mettre sur la chaîne YouTube pour vous expliquer comment fonctionne l'aide juridictionnelle et pourquoi notre cabinet n'y a pas recours, et ce pour des raisons de modèle économique. Mais vous avez aussi des assurances de protection juridique, habitation, automobile, carte bancaire, prêt immobilier, assurance vie. Bref, toutes ces assurances sont susceptibles de pouvoir prendre en charge une partie, voire la totalité de vos frais d'avocat. Et donc, avant de saisir un avocat, vous pouvez également vous renseigner auprès de vos assurances. Dans les deux cas, ce sera une bonne chose. Soit vous savez que vous n'avez aucune prise en charge, et donc vous verrez si vous souhaitez ou non vous servir des services d'un avocat. Soit vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assuré, et vous savez dorénavant qu'il va falloir vous assurer, parce que clairement, s'il y a des assurances qui sont parfois un peu superfétatoires, l'assurance de protection juridique, c'est une assurance qui est facilement déployable et qui est vraiment plutôt rentable. J'avais déjà fait une émission sur les assurances de protection juridique. Une utilisation une fois, c'est 17 années de cotisation. Vous voyez, effectivement, heureusement que plein de gens payent des protections juridiques sans jamais les utiliser parce qu'ils ne savent même pas qu'ils en ont. Et enfin, nous, au sein de notre cabinet, on l'a déjà dit, mais on a mis en place des facilités de règlement avec des échelonnements qui peuvent couvrir une partie de la procédure. On n'est pas dans du crédit à la consommation parce que le code monétaire et financier prévoit que lorsqu'on peut justifier de l'existence d'une prestation juridique qui va s'étaler dans le temps de manière identique, eh bien, on peut dépasser les fameux 90 jours avec un règlement en 4 fois sans frais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, accéder à la justice est tout à fait possible. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est cette injustice, est-ce qu'elle est supportable ?